des réfugiés centrafricains dans la localité des Apailles en province du Basuélé. Et puis, un manuel scientifique consacré au code minier congolais révisé vient d'être publié aux éditions européennes d'Allemagne. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a entamé ce dimanche une visite de travail à Kinshasa en amont du 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre prévu à Kampala. Il a été accueilli à Njili par le VPM de la Défense. Reportage. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Evariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visa à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Je l'ai dit en titre, la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale alerte le HCR sur l'afflux massif des réfugiés centrafricains à Zapaï dans les Basuélé. Elle a été reçue par les représentants de l'UNHCR en RDC. Émilie Badidi signe ce reportage. Honorable Président, ça fait 6 ans que ceci a été mon combat. 24 heures après sa motion d'information sur la situation sécuritaire causée par l'arrivée massive des réfugiés centrafricains dans la localité des Apailles du haut de la tribune de l'Assemblée, la députée nationale Elie Dangon et questeur adjointe de la Chambre basse du Honorable Grace Nema Painier a longuement échangé sur cette matière ce vendredi 23 mai avec les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés à travers le monde. Cet entretien terminé, les deux interlocuteurs se sont félicités de l'ouverture d'esprit qui les a caractérisés quant aux solutions rapides et idoines qui se doivent être urgemment envisagées en vue d'éviter toute catastrophe humanitaire. J'étais très heureux de le recevoir là, qui est venu nous voir pour nous alerter de l'arrivée des réfugiés centrafricains dans sa communauté. Et donc, elle est arrivée pour faire un plaidoyer, pour nous inciter à nous y pencher, afin que nous voyions ce que nous pouvons faire. Je suis quand même satisfaite qu'il était déjà saisi. Bon, en fait, c'est son domaine, il est au courant. Il m'a même rassuré que l'équipe était déjà sur le terrain. Il fallait que quelqu'un du domaine fasse ce voyage-là. Il y a 3 personnes de UNHCR qui sont là. Il m'a même promis de leur retour, il va me recontacter et puis nous allons ensemble réfléchir sur les recommandations à formuler. Rappelons que c'est depuis pratiquement 6 ans que le Lidango ne cesse de lancer son cri d'alarme à qui veut l'attendre pour que la situation concernant la porosité de la frontière entre la RDC et la RCA soit vite résolue afin d'éviter l'afflux incontrôlé des réfugiés qui foulent le sol congolais avec les armes, mettant ainsi en danger la vie quotidienne des populations locales dans la province d'Iba et Haut-Ouélé.
La communauté kimbangiste a célébré ce dimanche 25 mai la naissance du Christ, une date symbolique pour cette église qui, fidèle à sa tradition, commémore Noël selon son propre calendrier liturgique. En Kamba, comme dans plusieurs villes du pays, l'événement a rassemblé des milliers de fidèles. Reportage. Ce qui justifie que c'est lui, Jésus-Christ, ce sont les écrits. D'abord, lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que je pars et je vais demander au Père de vous envoyer les consolateurs. Et les consolateurs, c'est lui l'Esprit de vérité. Et après l'arrivée du consolateur, lui-même, Papa Dialungana, s'est annoncé un certain 25 mai 2002, si je ne m'abuse pas. Il a dit Noël à la date de sa naissance. C'est-à-dire, il nous a fait savoir que la journée du 25 mai, c'est la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa seconde venue ici sur la terre. Dans le livre de Luc, chapitre 2, lorsque l'ange est venu dire à Marie que tu seras la femme la plus heureuse qui va faire naître notre Seigneur Jésus-Christ, au deuxième mois, mais en suivant le calendrier babylonien et le calendrier grec. Donc ça ne concorde pas avec les mois de décembre. Si vous lisez très bien les Écritures, deuxième mois là qu'il a parlé, c'était entre les mois de septembre et les mois d'octobre. Et compter les 9 mois, ça tombe exactement les mois de mars. Donc ce n'est pas par hasard que Papa Dialungana nous a révélé que la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai, pas le 25 décembre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez derrière moi toute cette masse. Il y en a eu beaucoup, alors des milliers de personnes. Et puis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a accordé un délai supplémentaire de quelques jours à la commission d'enquête chargée d'examiner les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes. Cette décision a été prise au cours d'une plénière tenue en présence du gouverneur de la ville, Blandine Wavinganassine. Ses reportages. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 4 au 5 avril dernier a présenté l'économie de son rapport à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite de l'honorable président Lévi Mbuta Sangopamba. Selon ces rapports, 36 personnes sont portées disparues, 110 décès ont été enregistrés, 211 personnes, dont 46 personnes, sont prises en charge par l'État congolais et 5 956 sinistrés sont hébergés à ce jour dans différents sites d'accueil de la ville de Kinshasa. Plusieurs cas de têtes d'érosion figurantes sont constatés à Mongafula, Ngalema, Kisenso et Selembao à la suite des différentes pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Parmi les sites les plus touchés par les inondations figurent la commune d'Enjili, Kisenso, Matete, Limete et Massina pour ne citer que ceux-là. La rapporteure de cette commission d'enquête, Patricia Mouimpe, donne l'essentiel des recommandations. Parmi nos recommandations figurent aussi des recommandations à court terme. Nous ne pouvons pas renvoyer des recommandations à long terme alors que les gens sur place, que nous appelons les sinistres de pluies diluviennes du 4 au 5 avril 2025 sont dans le besoin et nous demandons à ce que le gouvernement, tant central que provincial, puisse prendre des mesures urgentes pour répondre à cette situation qui est dramatique à l'autre. Après débat général, la plénière a accordé un délai de 5 jours à dater du vendredi 23 mai 2025 à cette commission pour pouvoir répondre aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. À Kinshasa, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine se poursuivent à un rythme soutenu. Sous la supervision de l'hôtel de ville, le gouverneur Daniel Bumba a effectué une visite d'inspection sur plusieurs sites en activité. Serge Mata. La ville de Kinshasa est devenue actuellement un véritable chantier depuis quelques mois. Avec la réhabilitation des plusieurs acteurs, c'est dans cette perspective que l'autorité urbaine de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, ensemble avec la forte délégation gouvernementale, composée des ministres d'État, ministres en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, et des ministres des Finances, Doudou Fouamba, ont entamé cette tournée d'inspection tout d'abord à l'avenue du tourisme, appelée communément Nzela Yamaï, dans la commune d'Engalema,
Question d'évaluer l'état d'avancement des travaux amorcés il y a de cela quelques mois. Un véritable homme de terrain, Daniel Bumbalubaki, qui accompagnait la forte délégation gouvernementale, s'est ensuite rendu dans la commune de Mongafula, précisément à l'Erozombala. La même délégation s'est également rendue sur la route Sebo à Kimwenzagar pour s'enquérir de l'état de cette route. L'autorité urbaine de Kinshasa, ensemble avec la forte délégation gouvernementale, ont poursuivi leur descente au quartier des Bonhommes bien avant de boucler la ronde au couloir Kimbuta dans la commune d'Enjili, qui est en plein chantier de réhabilitation. Tout ça s'inscrit dans un grand programme de lutte contre les embouteillages. Nous rendons ici un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son accompagnement. C'est difficile, c'est vrai. Quinoises et Quinois, nous vous exhortons à la patience et nous vous assurons qu'il n'y aura plus d'embouteillage comme c'est le cas aujourd'hui, une fois que tous ces travaux prendront fin. Plusieurs travaux de réhabilitation de la voie urbaine de Kinshasa sont actuellement réalisés et menés un peu partout. Question d'apporter des solutions durables aux défis urbains. Visite d'inspection des chantiers en cours, notamment celui du tout premier palais des congrès de l'espace Grand Katanga, ainsi que des résidences officielles du gouverneur et du vice-gouverneur situées dans les quartiers Golf Manganga sur le territoire de Muchacha. Images et commentaires. Jeudi 22 mai 2025, une journée de visite des chantiers pour la gouverneure du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini était sur le site des chantiers résidences officielles du gouverneur et vice-gouverneur de province, ainsi que de la salle de congrès au quartier Mangamanga dans le territoire de Muchacha, non loin de la ville de Kolwezi. Les travaux des résidences officielles des gouverneurs et vice-gouverneurs ont atteint près de 90%. Les chambres à coucher, les salons, les bureaux n'attendent que la peinture pour arriver à la beauté voulue par l'initiatrice. Du côté du palais de congrès, la gouverneure Masuka a observé avec satisfaction l'évolution des travaux sur un espace de 2800 mètres carrés. Il y aura un amphithéâtre pouvant contenir 200 personnes et 2 salles polyvalentes avec une capacité de 200 places chacune. Étant passionnée du confort et des ouvrages qui forcent l'admiration, Marie-Thérèse Masuka Saini a voulu se rassurer du déroulement des travaux étape par étape, comme convenu dans le terme du contrat avec l'entreprise à pied d'œuvre. Ainsi se poursuit de manière remarquable le changement d'image du Lualaba insufflé par le président Tshisekedi. Et puis, à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Kabula-Kato a effectué une descente sur les boulevards Moussiri pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation en cours. Reportage. Le boulevard Moussiri, au cœur d'intenses travaux pour qu'il redevienne praticable de bout en bout. Il s'agit du programme Zéro Trou, initié par le gouvernement provincial. Ce tronçon de 5 km 700 qui mène vers l'aéroport international de la Luano et la route de Likasi revêt une grande importance économique. Sa chaussée a été complètement remplacée. Le gouverneur qui accompagnait son ministre des Infrastructures, Jean-Paul Kwetamumba, tient à s'assurer du bon déroulement du chantier. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage a fourni tous les détails en rapport avec la nature des travaux exécutés. L'entreprise commise à la tâche avait au départ commencé par les canaux d'assainissement. Le gros de l'enjeu consiste à la mise en place de nouvelles buses afin d'évacuer le plus vite possible les eaux usées et les eaux de pluie, ce qui répond aux exigences du gouverneur Jacques Kabula-Kato. Le début de la saison sèche ici inaugure des travaux intenses de construction des routes sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Et aujourd'hui, nous sommes sur la route principale, le boulevard Moussiri, qui mène de l'aéroport au centre-ville. Nous avons tous constaté qu'à un certain moment, il était totalement délabré et nous avons préféré retravailler ça et mettre une nouvelle couche d'asphalte. Et donc, nous voulons que la population qui a toujours pris l'option de nous accompagner dans notre politique puisse
également cette fois-ci nous accompagner en payant les taxes et les impôts. L'autorité provinciale appelle par ailleurs ses concitoyens à ne pas prêter foi à la campagne de manipulation et de diabolisation qui agite les réseaux sociaux. Que la population ne suive pas des racontards qui se disent de gauche à droite, mais que la population soit concentrée à ce qui s'est fait. Et nous sommes là, nous travaillons dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions moderniser notre ville de Lubumbashi, bref, qui veut le développement de notre province. Sur son chemin de retour, Jacques Kaboulakatoué s'est arrêté à la hauteur de la passerelle du boulevard Moussiri pour obtenir le déguerpissement sans délai des marchés clandestins le long de la route. Après l'inauguration du nouveau palais de justice de Kalemi dans la province du Tanganyika, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a regagné Kinshasa. Un reportage signé Cédric Kenena. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, atterrit à l'aéroport sous les ovations. Ce dernier revient d'une mission officielle dans le Tanganyika où il a procédé à l'inauguration du nouveau palais de justice. À l'aéroport international d'Ndjili, il a été accueilli par le président intérimaire de la NOJEC, les cadres de son cabinet, le chef coutumier et autres hommes de Dieu. Très vite, une foule impressionnante se forme. La procession prend alors les allures d'une grande manifestation. Une marche spontanée qui a paralysé pendant quelques heures la ville dans sa partie est. La foule scandait son soutien au ministre d'État et dénonçait ce qu'elle qualifie d'acharnement sur sa personne. Une personnalité qui incarne bien la vision du chef de l'État pour une justice juste, distributive et équitable. Sans prononcer un mot, Constant Mutamba a laissé la rue parler pour lui. Une démonstration de force en faveur de celui que beaucoup appellent désormais l'espoir de la jeunesse et le symbole d'une justice sans peur. C'est la jeunesse en lui et c'est le futur du Congo dont les jalons sont posés aujourd'hui par Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de la sensibilisation à l'importance de la prise en charge des troubles mentaux, la structure Salomé a organisé une matinée d'échange à l'intention des jeunes. Suivez. L'objectif final de cette activité est de sensibiliser les jeunes sur les pathologies qui définissent la santé mentale et un partage d'expériences en même temps entre jeunes pour réduire la stigmatisation, encourager la discussion pour combattre efficacement les préjugés et les idées reçues sur la maladie ou encore les maladies mentales. Salomé Massamuna, thérapeute clinicienne et coordonnatrice de la structure chez Salomé, a expliqué les biens fondés de cette démarche. Depuis un moment, on reçoit un peu plus de gens qui consultent, on reçoit un peu plus de gens qui parlent de santé mentale, on reçoit aussi beaucoup de demandes d'intervenir dans différents types de conférences et là, on remarque que les gens commencent à être prêts à recevoir ce message de la santé mentale. On a eu des intervenants avec des expériences personnelles. Pour sa part, le professeur Daniel Okitundu Loa, médecin directeur au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, a donné le contour même de cette pathologie mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc c'est la santé mentale qui est la dimension cruciale et cardinale de la santé. La santé mentale a deux acceptions importantes. La santé mentale comme valeur et la santé mentale comme pratique des soins de santé. Pour cette deuxième édition, il était question d'encourager les jeunes à se sentir légitimes dans leurs difficultés et à ne pas hésiter à chercher de l'aide et aussi de leur offrir des informations sur les troubles mentaux, les services d'aide disponibles et les ressources pour prendre soin de la santé mentale de l'individu. 29 nouveaux médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation, dont une dizaine de femmes, ont officiellement rejoint la profession à l'issue d'une cérémonie des prestations de serment organisée à Kinshasa. Un reportage signé Iverson Kababa.
La salle Garamba a servi de cadre à la cérémonie de prestation des serments des nouveaux médecins physiques et de réadaptation. Cérémonie sous la présidence du docteur Fiston Mampouya, président du Conseil national des médecins physiques et de réadaptation, qui a rappelé le rôle que doivent jouer les médecins dans la société pour enfin bâtir une nation saine. Cette profession aux airs des sacerdoces est si exigeante, vous expose si souvent et à si haut degré aux tensions de ce monde au travers de la communauté que vous allez consulter et accompagner. Sachez qu'elle peut vous épuiser, vous détruire et mettre fin à votre carrière. L'instant marqué par les exposés et débats pour mettre en lumière certaines zones d'ombre. Le secrétaire général du CNMPR, Dr Mafuta, lui a circonscrit son exposé sur l'exercice de la médecine physique et de réadaptation en République démocratique du Congo. Le médecin physique, tel que vous l'avez appris, c'est le médecin qui est autour de l'homme pour remettre à l'homme son autonomie qui est perdue par une déficience quelconque. Leur souhaitons la bienvenue et surtout l'application de toutes les techniques qu'ils ont apprises à l'université. Et nous sommes fiers de voir ce groupe entrer dans la vie professionnelle puisqu'ils sont vraiment équipés de nouvelles techniques qui peuvent faire bénéficier à nos malades et à la population. Rappelons qu'à l'issue de la cérémonie, 29 nouveaux médecins ont prêté serment et ont juré de travailler en collaboration pour l'intérêt général de la nation congolaise. Je l'ai dit au début de ce journal, un nouveau manuel scientifique vient d'être publié aux éditions européennes basé en Allemagne. Un manuel de 421 pages subdivisé en 3 grandes parties avec 10 chapitres. Des précisions avec Pierre Mbouillou. Les différentes bibliothèques scientifiques congolaises, disséminées dans toutes les institutions universitaires et autres salles de lecture IP du pays, verront leurs rayons d'exposition et autres étalages recevoir dans les jours à venir un nouveau manuel scientifique intitulé « Théorie approfondie de la construction et sort du secteur minier, portée économico-financière du code minier congolais, reflet de joint venture, sa réforme et son industrialisation ». Un manuel écrit par le PhD docteur en management économique, le professeur John Ekina Bongongo, et qui est publié aux éditions universitaires européennes basées dans la ville allemande de Bonn. Dans une quadruple approche historique, dialectique comparative et surtout scientifique, l'auteur soutient que l'essor du secteur minier dépend d'un fort degré de co-construction, se traduisant par la participation à outrance des acteurs majeurs, des partenariats ou joint ventures minières. Partant de cette situation, l'auteur, le PhD John Ekina Bongongo, procède à un décryptage croisé de la portée économico-financière de l'ancien code minier de 2002 et celui du nouveau code révisé de 2018, et a abouti au constat selon lequel le taux d'imposition du nouveau code révisé de 2018 est allé largement au-delà des attentes. Fort de cela, il propose quelques recommandations qui s'avèrent être nécessaires à l'ère actuelle, notamment l'éventuelle réforme du code minier 2018, l'industrialisation holistique du secteur minier et l'application plausible de la théorie de la co-construction dans le secteur minier. Il convient de souligner que ces manuels scientifiques de haute portée économico-industrielle, écrit aussi bien en français qu'en anglais, est préfacé par le professeur Simon Mapana Mangouma. Il compte 421 pages, lesquelles pages sont subdivisées en 3 grandes parties, contenant 10 chapitres avec beaucoup d'illustrations comprenant 82 figures, une trentaine de graphiques et 42 tableaux, sans oublier la centaine d'abréviations, sigles et symboles utilisés par l'auteur dans cette œuvre scientifique. Et puis les étudiants de l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa sont appelés à s'approprier les sciences techniques à l'ère de mutation technologique. Lors d'une matinée scientifique, le directeur général Albert Kabasele les a encouragés à exploiter les opportunités de recherche offertes par le système LMD. Rodépanda, reportage.
Les étudiants congolais en général et en particulier ceux de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT Kinshasa, appelés à s'approprier davantage les sciences techniques en cette période de mutation et d'évolution technologique. C'était à l'occasion d'une matinée d'échange organisée ce samedi sur les sciences mathématiques et apports du système LMD. Les conférenciers du jour, les DG de cet établissement technique d'enseignement supérieur, le professeur Albert Kabasele Yenga, a exhorté les étudiants à mettre à profit toutes les opportunités qu'offre cet alma mater en matière de recherche scientifique. Pour lui, le système LMD, entendez licence, master et doctorat, consiste à concilier les théories avec la pratique, notamment les travaux de laboratoire ainsi que l'innovation technologique issue de la recherche scientifique. Nous avons des personnes qui ne s'adaptent pas dans le processus LMD. Nous pensons qu'il est très difficile de chasser les vieilles habitudes pour que les gens rentrent dans les nouvelles technologies, mais on y va pas à pas. En 2 ans, l'ISPT est transformé. Nous avons ce que vous voyez. On est parti de 3 salles que moi j'ai trouvées à une 40aine de salles. Pas neuf, les laboratoires, les ateliers, l'école doctorale. On a fait un boulot dont je suis fier. Et je demande aux étudiants de protéger ces bijoux. Cette rencontre avec les étudiants, essentiellement le membre de la coordination estudiantine de cet institut technique, était une occasion pour le directeur général Albert Kabasele de faire l'évaluation à mi-parcours des réalisations et innovations enregistrées depuis son arrivée à la tête du comité de gestion de cette institution universitaire. 2 figures majeures de la pensée congolaise mises à l'honneur à l'université de Kinshasa. La faculté des lettres de l'UNIKIN a servi de cadre au vernissage de 2 ouvrages philosophiques retraçant les itinéraires intellectuels et spirituels du professeur émérite Justin Poba et Hippolyte Ngimbi Seka. Reportage. Une nouvelle approche scientifique voit le jour au département de philosophie à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. C'est l'approche dialogue en philosophie. Elle a été révélée à l'occasion du vernissage de 2 ouvrages du professeur Kinanga Masala, intitulés Raison, morale et religion, entretien avec le professeur émérite Justin Poba Mvuika autour de son itinéraire intellectuel et spirituel, et le second ouvrage sur la philosophie et la société, entretien avec le professeur Hippolyte Ngimbinseka sur son itinéraire intellectuel et spirituel. Ces 2 livres portés sur les fonds baptismaux par le représentant du secrétaire général à la recherche scientifique et le député national Didier Anissé Moukoko, qui n'en vous dit, mettent un accent sur l'importance de l'éthique et la place que devra occuper la philosophie dans la société. Tout le monde le croit, le raisonne. Tout le monde cherche à ce qu'il y ait respect de l'éthique, de la morale dans la société. Le deuxième trace justement le rapport qu'il y a entre la philosophie et la société. Le rôle que le philosophe et la philosophie est appelé à jouer dans la société. Sans philosophe, sans morale, sans éthique, il n'y a pas une société viable. Une société ne peut vivre que si elle repose sur la morale, sur l'éthique, sur la philosophie. Cette cérémonie a été une grande satisfaction pour les professeurs Justin Poba Mvuika, Monseigneur Hippolyte Ngimbinseka et les professeurs Kinanga, aussi pour tous les philosophes présents dans la salle. Cette nouvelle collection en philosophie en RDC constitue un vaste projet de faire parler les savants professeurs. C'est aussi la remise des trophées Marthe Kassalo, femme d'honneur à 5 lauréates dans le cadre de la 5e édition de cette série de distinctions. Parmi les nominés figurent Feu Blanche Odia Kandolo, épouse du pasteur Marcelo Tounassi. La journée africaine célébrée au cœur en Égypte, parmi les éléments culturels exposés, la rumba congolaise agrémente cette célébration. Devant la représentation de différentes missions africaines, cette chanson de Miliabel dansée au-delà de la RDC. Autre temps fort pour le camp du pays de Lumumba. La mode, la RDC reste le pays de la sape comme l'a souhaité Papa Wemba, Bakala Diakouba.
Dégustation de la gastronomie congolaise, visite dans le stand de la RDC, tout était rythmé pour faire vivre au monde la richesse de ces pays continents. Selon l'ambassadeur congolais accrédité en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo, cette démarche s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi de faire de la RDC la première destination touristique. En mission pastorale dans l'est de son diocèse, Monseigneur José Mokoé Kanga, évêque du diocèse d'Idiofa, est allé à la rencontre des fidèles pour renforcer leur foi et évaluer les réalités pastorales. Un reportage signé Tété Bongunja, Blaise Matala et Romain Bouta. C'est avec une très grande joie que José Mokoé Kanga a rempli sa mission apostolique après avoir procédé au sacrement de confirmation de plus de 3000 fidèles. Cette tournée évangélique était une belle occasion de rassembler les fidèles catholiques pour leur parler de la mort et de la résurrection du Christ. Dans son homélie, l'évêque d'Idiofa a insisté sur l'amour et l'unité. Il a invité par ailleurs le fidèle à éviter les tribalismes car cela empêche la manifestation de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ au sein du diocèse d'Idiofa. Occasion tout indiquée pour José Mokoé Kanga d'inviter les pasteurs au respect du sacrement de baptême et des confirmations qui ne se donnent qu'une seule fois dans la vie. Aux fidèles d'être heureux et heureuses d'appartenir à l'Église catholique. Dans toutes les 14 paroisses visitées, Monseigneur José Mokoé Kanga a invité les fidèles à la responsabilité et à la prise en charge de l'Église. Après 15 ans à la tête du diocèse, Monseigneur José Mokoé Kanga s'est dit satisfait de l'état actuel des infrastructures et reste optimiste quant à l'amélioration totale d'infrastructures dans toutes les paroisses avec une chambre correcte dans les années à venir dans le diocèse d'Idiofa. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mouilambongo, Monseigneur José Mokoé Kanga a ouvert solennellement les débuts de travaux de centenaire de Mapangu et Mouilambongo, attendus en 2026. L'invitation est donc lancée aux ressortissants et bénéficiaires de ces démissions pour sa renaissance et son rayonnement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Fifi Mukundi, Monique Mavungu et André Ndjeka, ainsi qu'à toute l'équipe technique pour la réussite de ce journal. À 20h, Gaëtan Magalano. Merci et à très bientôt.